Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités Alain-Jules Meignet, Abdelkerim Yacoub Koundogomi et Alfred Tchango. Alors, tout à l'heure, Monsieur Koundogomi, vous parliez de l'implication de l'Union africaine dans la résolution du conflit libyen. Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les États membres de cette institution doivent faire justement pour pouvoir donner de la voix? Je crois que cette institution, sur le plan puissance, non, n'a pas de puissance à régler militairement le problème. Et la solution n'est pas que militaire. En fait, on a tellement mis l'importance sur le rapport des forces militaires. Haftar a un rapport de force militaire supérieur au gouvernement national, et le gouvernement national a la légitimité du peuple. Donc maintenant, ce qu'il faut faire aussi, il faut utiliser des solutions africaines. Et l'implication de tous les pays, c'est-à-dire les pays des champs comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte qui soutient beaucoup. L'Égypte qui, on ne sait pas, et le Tchad aussi qui soutient. Est-ce que l'Égypte est derrière Khalifa Haftar quelque part? Si, parce que l'Égypte est contre les frères musulmans. L'Égypte soutient. Et Fayez al-Sarraj, c'est un peu les frères musulmans. La question c'est qu'il ne faut pas que chacun trouve des solutions ou regarde la solution selon son point de vue, selon ses intérêts. La question c'est de trouver le compromis pour l'intérêt du peuple libyen. Chacun doit faire des compromis. On ne peut pas avoir tout. Mais malheureusement, est-ce que chacun veut faire preuve de noblesse au point où la première des choses à faire, déjà organiser les conférences, le sommet en Afrique, sur le territoire, le continent africain. Il est inconcevable que les dirigeants libyens viennent à Berlin, à Rome, à Moscou, pour trouver ou à Paris, alors qu'ils peuvent se retrouver à Addis Abeba. Ils peuvent se retrouver à Niamey, se retrouver à Alger ou au Caire. C'est déjà cette légitimité. Et que la Ligue arabe, l'Union africaine, le Maghreb, les pays de la sous-région doivent tous se mettre, chacun de son côté, pour que, vu la catastrophe qui arrive, parce que si la Libye s'écroule, la vague n'emportera pas que la Libye. La vague emportera pratiquement la moitié du continent africain. Et aujourd'hui, l'Union africaine n'a ni la capacité, ni les moyens militaires, politiques, pour pouvoir contrer déjà ce qui arrive. Donc, l'ONU, moi je crois que dans cette situation, il ne faut pas compter sur une puissance quelconque pour résoudre le problème. Il faut que l'ONU prenne les devants avec l'Union africaine pour régler le problème. Si l'Union africaine se met devant, avec le soutien de l'ONU, on peut régler. Sinon... Je pense effectivement qu'au point où on en est 10 ans après, il faut vraiment prendre des décisions radicales pour, d'une part, faire que tous les Libyens se retrouvent autour de la table et tordre la main à chacun d'entre eux pour dire « ça suffit maintenant » puisque ce n'est pas seulement la Libye qui est déstabilisée, mais déjà tout le Sahel, comme Abdelkerim le rappelait tout à l'heure, qui est déstabilisé. L'Europe est déstabilisée à cause de... Donc il faut effectivement que l'Union africaine revienne dans la danse, que les pays du champ reviennent dans la danse, que les Nations Unies résolument puissent être les acteurs justement du nouvel agenda qui doit amener tous ces acteurs libyens autour de la table et leur forcer la main. Si vous ne tordez pas la main à Haftar, rien ne bougera. De toute façon, lui, entre guillemets, il n'est pas légitime en tant que tel, puisqu'il y a un gouvernement qui est reconnu par l'Afrique, par la communauté internationale. Donc ça peut être une base. Ensuite, il faut faire que le peuple libyen, qui est écrasé aujourd'hui, puisse se dire « ça suffit maintenant, si vous voulez continuer comme ça, vous allez passer sur nos cadavres à tous, mais nous disons qu'il faut arrêter cela ». Je dirais c'est utopique. Oui, c'est ça que je vais demander, comment parvenir à ça en fait. C'est l'une des erreurs de Muammar Kadhafi qui n'avait pas su réussir à créer justement ces sentiments d'appartenance nationale. Il se fondait sur les chefs des tribus et tout son pouvoir reposait sur ces chefs des tribus. Au lieu de faire justement que toutes ces tribus se retrouvent autour de la nation libyenne. C'est le paradoxe même de son livre vert, c'est ça, où il voulait créer cette Jamaïria, sauf qu'avec en retenant les particularités. Et donc, c'est dommage parce que si il avait réussi à dépasser cela, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, ce qui fait que ces structures féodales qu'il a mis en place pour construire son pouvoir lui a permis de durer.
Parce qu'il a divisé tout le monde, contrôle chacun, mais ça n'a pas permis de construire un peuple libyen, une nation unie et qui émerge. Donc finalement, c'est la conséquence aussi de cette façon de gouverner en n'ayant pas une nation, mais des tribus, de façon vraiment féodale. Donc les chefs de clans, chefs de tribus ont énormément de pouvoir par rapport même aux institutions du pays. C'est pour ça que la Libye est un peu divisée en deux. Pas seulement deux, il y a pas trois, quatre, parce qu'après aussi il y a le Fezzan, il y a la Cyrénaïque, la Tripolitaine. Donc ce qui fait que maintenant, si on ne fait pas attention, si la communauté internationale ne prend pas sa responsabilité, on n'aura pas la Libye, mais on aura d'autres États que la Cyrénaïque. Justement, j'allais demander, est-ce que vous pensez que ça peut dégénérer en conflit? Je suis pessimiste, hein. J'entends ces discours-là, mais très pessimiste parce que je me dis que ces gens-là, c'est-à-dire les Occidentaux et les Américains, se contrefichent, n'est-ce pas, du peuple libyen. Il y a les Qatar, par conséquent, il y a la Turquie, oui, l'Arabie Saoudite. Par conséquent, je peux vous dire par conséquent, et il y a les multinationales. Ils seront avec Haftar pour pomper, hein, passez-moi l'expression, le pétrole libyen, le gaz libyen, et il faut que ça dure. Pour leurs intérêts. Vous pensez? Ah ben je le pense. Mais... Vous savez, moi, j'étais en Libye pendant le conflit. À l'époque, je travaillais pour Al Jazeera. Et je voyais Al Jazeera transformer mes papiers. Et j'avais prévu, justement, que le Sahel allait être déstabilisé. J'ai démissionné en 2011. Ouais. Donc, un ami avec qui je parlais, j'ai dit, non, ton truc, ton papier, non, c'est transformé. Moi, je ne lisais pas l'arabe. Ouais. Je me dis, attends, il y a un problème. Donc, je vous dis que ces gens-là n'ont qu'un seul intérêt. Le pétrole et le gaz. Mais on est bien d'accord. Et ça ira. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de paix là-bas. Mais justement... À un moment donné, même le pétrole ou le gaz, l'exploitation, il fait une stabilité. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, parce que quand les champs sont occupés par les milices, à chaque fois on a des milices qui attaquent à gauche, qui attaquent à droite, ça c'est rien. Qui détruisent les installations. Moi je crois que maintenant, allez demander aux Italiens. C'est rien. Ils viennent prendre leur gaz en toute sérénité. Non, mais vous il voyez, faut savoir comment ça se passe. C'est là où je vous explique que le nœud de la guerre, si vous permettez, ce n'est ni l'intérêt du peuple libyen, ce n'est ni la démocratie ni la liberté, parce que sinon ça se saurait. Maintenant, la question, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment faire avec toutes ces données, avec tout ce qui se passe et qu'on a constaté. Il ne sert à rien de s'arrêter au constat. Maintenant, il faut aller à une alternative. Agir et comment? Quelle alternative que l'Union africaine ou les institutions africaines ont face à cette situation? Mais maintenant, ils n'ont pas le poids nécessaire. Donc, oui, ils n'ont pas le poids nécessaire, mais ils ne vont pas rester non plus le bras croisé pour être spectateurs de catastrophes. Donc maintenant, la question, c'est de dire à nos chefs d'État de prendre les responsabilités, d'aller parler à toutes les puissances en présence. Il ne suffit pas de pouvoir essayer d'influencer sur Haftar ou d'influencer sur le gouvernement de l'Union nationale. Ouais. Maintenant, l'Union africaine et l'ONU doivent prendre la responsabilité. Tant qu'on n'a pas fait ça, ben maintenant, on est en 2020, en 2030, on sera encore sur un plateau d'Afrique 50 en train d'en parler. C'est ça la question. C'est quand ça va s'arrêter. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis très pessimiste. Non, moi, je ni pessimiste, ni optimiste BA. Mais je crois effectivement qu'il est encore possible. Tant que le dialogue est possible, la paix est possible en Libye, le retour de l'État, la stabilité de la Libye est possible. Ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est qu'aucun de ces protagonistes ne refuse justement de se retrouver autour de la table. Ouais. Même si les intérêts sont divergents. Abdelkerim a parlé tout à l'heure de compromis. Je crois qu'il faut arriver à trouver un compromis qui permette justement de sortir de cette logique de guerre et de crise. Peut-être c'est pour ça qu'il est parti aussi, sans donner bien sûr. Des réponses. Peut-être qu'il est parti consulter ses alliés dans l'Est libyen. Je ne le crois pas. Je pense effectivement qu'il est parti de Russie irrité parce qu'il y avait la Turquie, parce que il ne voulait pas avoir déjà dans la négociation les négociateurs turcs. Et le préalable qu'il avait posé, c'était que les milices qui sont soutenues
par la Turquie puisse quitter le pays. voilà, 2000 Syriens. Et puis, Erdogan ne facilite pas non plus la tâche quand il vient, aussi, conférence de presse, voilà. disant on va l'écraser, on va lui donner une raison. Aussi, il a des milliers de mercenaires soudanais, exactement, des mercenaires, tout à fait. Qu'il recrute mais qu'il ne dit pas. Donc oui. la question c'est ça, on montre toujours le défaut de l'autre en cachant le sien. C'est ça le plus gros problème. Je crois que maintenant, c'est l'entente entre la Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis. C'est ça qui va vraiment régler cette situation, en fait. Et ils vont régler le problème. Pas seulement parce qu'il faut ajouter l'Égypte, il faut ajouter l'Arabie Saoudite, il faut le Qatar. Le Qatar. Mais est-ce que ceux-là peuvent s'accorder? Non, parce que ils justement, ne peuvent jamais s'accorder. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est que la Libye devient le champ d'affrontement de toutes ces puissances. Et toutes ces idéologies aussi, voilà, c'est surtout ça en fait. Une puissance réussit toujours à gagner. C'est pourquoi je dis l'Union africaine, les institutions régionales, bon, l'UMA est morte depuis longtemps, donc l'Union africaine, mais les pays du Sahel, sahélo-sahariens, qui sont proches, à régler leurs propres problèmes, qui ont leurs propres problèmes, mais qui sont partie prenante, l'Algérie, qui est là, la Tunisie, le Maroc s'implique moins parce que, voilà, le Soudan. Ouais. Donc, je crois qu'il est possible encore de ramener la paix, de trouver un compromis entre tous ces... De toute façon, quand ils vont dans ces conférences-là, c'est justement parce qu'ils sentent eux-mêmes les limites de leur capacité, de leurs moyens. C'est-à-dire que Haftar, il ne peut pas prendre Tripoli. Personne ne le laissera prendre Tripoli. Ça, il le sait. Maintenant, il est aussi à la recherche d'une solution juste pour sortir de cette crise-là. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment, si jamais ils se rendent compte que c'est à l'impasse, il faut faire quelque chose, il y a possibilité que la communauté internationale bascule du côté de Khalifa Haftar juste parce qu'ils savent qu'il contrôle la majeure partie du territoire libyen? Moi, je pense faute de mieux pour calmer la situation. Ça serait une aberration vraiment de faire cela. Ce qui serait vraiment à l'extrême limite utile à faire, c'est de dire maintenant, on va envoyer des troupes internationales pour désarmer tout ce monde-là, les neutraliser et puis proposer un autre processus de sortie de crise. Alain, est-ce que vous pensez que c'est possible? Je ne crois pas que ce soit possible. Non, ça c'est à l'extrême. Je ne crois pas que ce soit possible, mais moi, pour moi, à l'extrême pointe, si c'est ça. j'avais mon mot à dire, je n'ai qu'une seule solution. Écarter Haftar, écarter Farage. Mais qui le fait? Mais qui mettre à la place? Les Nations Unies. Non, justement, on les écarte. Les États-Unis n'ont pas le chapitre en ce moment. Les puissances. Mais attention, qui va l'écarter? Qui envoie la Turquie? Comment? Si ce ne sont les sans intérêt. Si ce ne sont les États-Unis, il faut faire très attention. Non, la Turquie est avec la Russie. Non. C'est contrairement à ce que non, la Turquie est avec tout le monde. Voilà. La Turquie est avec tout le monde. Exactement. En tout cas, vous parlez de tous les râteliers. C'est ça la Turquie, vous pensez? Ben oui, c'est ça la Turquie. La Turquie a ses propres intérêts dans le sens où la Turquie veut conquérir la Méditerranée. La Turquie veut avoir les débouchés. La Turquie est isolée par les autres pays arabes. Donc, le seul débouché d'ailleurs, la Libye est contrôlée par la Turquie avant 1912. Mais donc non seulement ça, dans l'Empire ottoman, la Libye a cette visée, veut revenir encore là. Et la Ligue arabe s'oppose catégoriquement et soutient Haftar pour que cela ne se passe. Moi, je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la stratégie de la Ligue arabe ou de la Russie ou des États-Unis, c'est de mettre la communauté internationale devant les faits accomplis. Dans le sens où ils soutiennent militairement, logistiquement et par les renseignements et économiquement Haftar pour que Haftar puisse gagner la guerre. Ça veut dire que mettre en joue le gouvernement d'union nationale à Tripoli ou même prendre Tripoli, une fois que Haftar prend Tripoli, c'est la fin. Donc du coup, ça fait 9 mois et ce qui fait qu'il est aux portes, qu'il n'y arrive pas à ce moment. Donc du coup, maintenant, avec l'entrée en jeu de la Turquie, l'envoi des mercenaires, 2000 Syriens, ça ce n'est qu'officiellement, apparemment il y en a encore plus qui arrivent. Ça veut dire qu'on est encore projeté à 2 ans, 3 ans de conflit. Puisqu'ils ont perdu la guerre en Syrie, donc tous ces mercenaires... vont être déversés là-bas. Ils vont être déversés en Libye, c'est pour cela que je dis que le conflit va durer. Encore pour 1000 jours de guerre. Non, le président égyptien étant à la tête de l'Union africaine maintenant, est-ce que vous pensez justement qu'il peut utiliser cette position, s'asseoir avec la Ligue arabe
et vraiment décider d'un plan, concocter quelque chose qui pourrait vraiment aider la Libye à sortir de cette crise, Alain? S'il y a une volonté politique. Je pense que le général Sissi, je ne sais pas s'il est devenu maréchal, ouais, je crois qu'il est toujours général, a quand même une vision géopolitique assez forte du côté africain en général. Ouais. Maintenant, il y a une très forte influence, il est contre les frères musulmans, Oui. hein. Il y a une très forte influence des frères musulmans en Égypte, et il est soutenu. Parce que c'est ça la contradiction en fait de ce monde-là, musulman et tout. L'Arabie Saoudite le soutient parce que simplement il est contre les frères musulmans, parce qu'eux-mêmes sont contre les frères musulmans. Donc il est possible que finalement ces gens apportent leur soutien tous à Haftar. Oui, simplement, par logique, hein, voilà, à Haftar, c'est-à-dire, c'est pour cela que je disais... C'est pour ça que je disais, comment est-ce que l'Union africaine s'unit? Ici, déjà, à la tête de l'Union africaine, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément pour Fayez al-Sarraj. Donc voilà, et donc c'est pour cela que c'est vachement compliqué, et je vous dis, et c'est pour ça que je suis pessimiste, parce que je me dis, attends, le gouvernement légitime va accepter qu'on lui fasse la guerre comme ça, les milices qui sont proches, etc. Donc, ça risque d'être une guerre perpétuelle. Je crains. Mais je souhaite, bien évidemment, que la Libye... Ça ne sera pas une guerre contradiction. La contradiction, il faut trouver la solution. Contradiction. Oui, ça ne sera pas une guerre perpétuelle. De l'autre côté, on n'abandonnera pas le gouvernement d'union nationale. Je l'espère bien. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que sinon, il y a longtemps qu'on aurait laissé tomber Fayez al-Sarraj. Et puis après, Haftar aurait pris... lui se disait, va faire une promenade de santé. Ça fait 9 mois qu'il est là. Ça voudrait dire que, des part et d'autre, on est conscient qu'on ne peut pas laisser gagner un de ces deux protagonistes. Il faut se retrouver autour de la table. Je crois que ça sera ça la solution. Soutenir l'un contre l'autre, l'autre contre l'un, ça prolongerait effectivement la guerre. Or, il y a comme une sorte de fatigue de tout le monde de la guerre, puisqu'on n'en sort pas. Il y a le Sahel qui occupe. Il y a descendre dans le golfe de Guinée aussi. Et puis dans le Golfe, avec l'Iran, il y a ce problème. Donc il y a toute une série de conflits comme ça, où la communauté internationale commence à être saturée et puis effectivement est obligée de trouver une solution. Ouais. La conférence de dimanche prochain, justement à Berlin, c'est ça aussi. Ça va pour dire il faut que nous sortions finalement de tous ces tâtonnements depuis une dizaine d'années. Le règlement de ces conflits mettra un terme à beaucoup de problèmes. Absolument. Que ce soit au Sahel, que ce soit les problèmes migratoires, les problèmes sécuritaires. Mais est-ce que, la question que vous avez dit au début, la stabilité de ce pays et de cette région arrange tout le monde? Ça, c'est la très bonne question. Donc moi, je rejoins un peu ce qu'il a dit. Parce qu'au moment où tout est déstabilisé, la guerre partout, la Libye qui est en train de s'effondrer, quand même, le pétrole coule. Ouais. Et c'est exploité. Et c'est là où on dit finalement, quand tout ne va pas, quand même, les gens arrivent, les affaires fonctionnent. Ouais. Donc ça montre bien que... Moi je n'ai pas d'inquiétude de ça. C'est là où on dit, oui. Au fond. Malheureusement, on va devoir terminer là-dessus. Je ne peux pas vous Donc ce n'est pas un problème politique ni une volonté, mais c'est vraiment un problème économique, de contrôle économique. Quoi qu'il arrive, il faut un éveil de l'Afrique, en somme, économiquement parlant. Sinon, on ne va pas pouvoir y arriver. Mais c'est là où vous vous rendez compte que... Mais quoi qu'il arrive, que soit l'ONU ou l'Union africaine, c'est les grandes puissances qui décident pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, les grandes puissances se battent et transforment tous les continents en champ de bataille. Le mot de la fin pour M. Chambou. Non, mais quoi qu'il arrive, il faudra bien reconstruire la Libye. Qui va reconstruire la Libye? Et qui va gagner le marché? Et donc, c'est tous ces protagonistes qui sont en train de se battre autour de la Libye aujourd'hui. Ils ont intérêt justement à être là au moment où la paix va arriver. Et exactement. En espérant que la rencontre de dimanche nous donne plus de réponses. Merci Alain Jules Meignet, merci Abdelkarim Yacoub Koundogomi et merci Alfred d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.